Travailleuse, travailleur. Tous mes chakras sont en train de se refermer les uns derrière les autres. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. C'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour à tous et à toutes celles et ceux, mesdames, mesdemoiselles et en quelque sorte messieurs. Voilà, nous sommes de retour en plein milieu de l'été dans des villes apaisées, endormies, puisque tout le monde s'est précipité au bord de mer. Comment vas-tu, mon cher Seb? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Louis-Marie, bonjour à tout le monde. Eh bien, cette semaine, en ce début d'août, nous allons parler économie, car tourisme en berne, stagnation de la croissance, plan d'austérité de François Bayrou, hausse des taxes sur l'électricité, le petit coup de massue du fisc à votre retour, je vous l'annonce. Ça se tend dans le porte-monnaie des Français, alors que ce pays s'enfonce inexorablement dans la tiers-mondisation qui ne dit pas son nom, mais nous on le dit. Jusqu'où ira-t-on? Jusqu'au 10 septembre peut-être, si l'on en croit les réseaux sociaux, car un mystérieux appel à la révolte résonne pour cette date. Alors, qui, quoi, comment, combien ça va me coûter, pourquoi, et surtout y aura-t-il du rap de foie gras pour Gérard Larcher à la cantine du Sénat? Nous faisons le point dans cette petite émission encore de l'été, une émission de jamais trop pas assez, spéciale économie. Et on commence tout de suite avec notre revue de presse. Arrête, mélange pas tout, le monde a changé, enfin... Toi par contre t'as pas changé. Terminé. Qu'as-tu repéré sur les réseaux, Louis-Marie? Alors je vais commencer par un édito dans l'IB de Louis-Georges Jetin qui accuse la première dame Brigitte Macron d'être transphobe. En effet, il estime qu'en se défendant contre les accusations, c'est Louis-Georges Jetin, voilà, en se défendant contre les accusations à son encontre sur le fait qu'elle aurait éventuellement un appendice, elle fait le jeu de la transphobie. C'est la thèse de l'IB qui n'est jamais en retard d'une nouvelle mode, et on verra que là, à force d'être en avance, ils finissent par être très très en retard. Donc voilà. Attends, explique-moi bien. Ce serait Brigitte qui ferait de la transphobie? Voilà, l'argument de l'IB, c'est en se défendant contre les accusations notamment de Candace Owens, dont on a parlé ici, elle fait le jeu. Tu sais, la fameuse expression « ne dis pas ça, tu fais le jeu de la droite » qui ont bercé mon enfance de gauchiste. Elle fait le jeu donc de la transphobie en osant se défendre. C'est la thèse, je te lis, Madame Macron, en voulant laver votre honneur, vous alimentez la stigmatisation des personnes transgenres. Oui, c'est vrai que, oui, on peut entendre l'argument, mais c'est très étonnant de la part de Libération qui sortent ce genre d'argument, parce que c'est le genre d'argument que j'aurais pu sortir il y a 1 ou 2 ans quand ce truc-là a commencé à monter. Personnellement, je me fous de cette histoire, mais je trouve que c'est très très étrange cette persistance, cette insistance du couple Macron à vouloir attaquer ce qu'ils considèrent comme des rumeurs non fondées, alors que soit il y a un problème, soit il y en a pas. Tu vois, mais c'est ça que je trouve très bizarre. Imagine-t-on le général de Gaulle et l'épouse du général de Gaulle se défendent de ce genre de choses. Voilà, ça c'est la première nouvelle pour commencer léger, estival, parce que moi je trouve ça drôle. Quand l'IB fait un édito, de toute façon je trouve toujours ça drôle. Ouais, ça dépend, sauf quand ils appellent à voter Macron. Oui, faites ce que vous voulez, mais votez Macron, c'était même plus un édito, c'était une première de couve. Page de pub. C'était votez ce que vous voulez, mais votez Macron. Ouais. Alors, j'ai une autre nouvelle. T'as beaucoup plus préparé que moi. Moi, j'étais encore en train de me bronzer hier, donc bon. Oui, mais je le vois. De toute façon, maintenant, les auditeurs seront des téléspectateurs, puisque nous introduisons dans cette édition la caméra, et on peut voir à quel point tu as le teint. Voilà. Allez, les muscles saillants. On dirait Olivier de Kersauzon jeune. Je suis trop beau, il faudrait me crever un œil. Non, mais Aldo Machon dans le Bourreau des Cœurs. Je salue d'ailleurs Yann Cardurer qui doit sûrement nous regarder. Je sais plus ce que je voulais dire. Tu disais que tu n'avais pas travaillé et que moi j'ai bossé, alors j'en ai plein. Alors j'en ai une belle aussi, c'est la mairie de Besançon. J'en profite pour saluer un ami à qui la ville de Besançon est chère et qui s'y rend demain. Toute notre sympathie et nos condoléances. Alors pour comment dit-on les habitants, les bisons
Tontin, je crois, les habitants de Besançon. Alors, la mairie de Besançon a porté plainte mercredi. Elle annonçait porter plainte pour le vol du drapeau ukrainien sur l'esplanade des droits de l'homme, remplacé par le drapeau de Besançon. Là, toujours dans la même journée, elle retire sa plainte parce qu'elle s'est rendue compte qu'il ne s'agissait pas d'un vol, mais d'une décision prise par elle-même. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un service qui a décidé d'enlever le drapeau, et puis il y a un service qui a décidé de porter plainte pour vol. Voilà, on est bien administré par ces gens. Il n'y a aucun risque que tout se passe mal, que l'économie dérape avec des gens de cette compétence. Tout est quadrillé, rien ne leur échappe. Même pas leurs propres erreurs. Eh bien, écoute, c'est très intéressant. Ça recoupe un peu tout ce qu'on dira tout à l'heure, d'ailleurs, au sujet. Donc, on va faire une émission assez. On s'est dit, on va essayer de donner des thématiques par émission pour plus facilement les titrer. Hein, parce que c'est un peu, et on a choisi un thème léger. Voilà, que l'économie et l'effondrement de la France, l'effondrement économique de la France, parce que là, tous les signaux sont rouges. Bon, tout ceci étant, je vais faire comme les Monty Python, je vais passer à Now Something Completely Different. Je vais te parler de Najat Vallaud-Belkacem. Hein. Ça parle d'économie, il me semble, quand même. Alors, oui, mais vraiment à la marge. Hein. Donc, Françoise Giroud avait déclaré un jour, je ne sais pas si tu te souviens, elle avait déclaré « La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente. » Eh bien, ça y est, Louis-Marie, l'égalité homme-femme est enfin achevée. Elle est complète. Najat Vallaud-Belkacem est nommée à la Cour des comptes. Alors, déjà, on la félicitera pour cette promotion. Qui n'est absolument pas due au canapé. Voilà, mais qui est très lucrative. Hein. On parle quand même de 10 à 11 000 euros par mois hein, de salaire net. Sans aucune compétence avérée en la matière. Hein. À présent, je ne pense pas qu'elle soit économiste, ni mathématicienne, ni... Bon, il est vrai, le job consiste depuis 30 ans à valider des comptes foireux et ultra déficitaires. Donc bon, ça, j'ai envie de dire, n'importe qui peut le faire. Donc, alors, quand je dis pas de compétences, n'est pas tout à fait vrai. Najat a un doctorat en bullshit avancé. Elle a d'ailleurs publié récemment un livre d'intox où elle assure que l'accueil de réfugiés est positif pour nos finances publiques, contre toutes les données existantes en France. Ses compétences, elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, donc elle a fait Sciences Pipo, on s'en douterait pas. Puis ensuite, elle a enchaîné, elle a été assistante parlementaire, hein, donc une grande expérience professionnelle et surtout une grande compétence en économie. Et elle a échoué à 2 reprises à l'ENA. Voilà, donc elle a rencontré son mari Boris Vallaud à Sciences Po. Et c'est à peu près tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a eu. Donc on peut dire qu'elle a les compétences qu'il lui faut, c'est-à-dire celles du conformisme. Alors, je passe l'extrait en question que je viens de retrouver. Pourquoi ? Parce que même lorsque le pays d'accueil va fournir une aide, par exemple, les demandeurs d'asile ont droit à une allocation, elle est toute petite, hein, elle est de 7 € par jour, mais bon, une allocation de demandeurs d'asile. Eh bien, même avec cette aide qui est fournie, il ne faut pas oublier que le demandeur d'asile devient lui-même un consommateur, qu'il paye la TVA et que, en fait, il contribue finalement à la richesse nationale. Avec 7 € par jour. Alors, je ne sais même pas si ce chiffre est exact, peu importe, il ne l'est sûrement pas, mais bon. Donc, de toute façon, le fond du problème, c'est que c'est faux. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller lire l'article qu'a compilé notre ami Tancred Bastier. Tancred Bastier, sur le sujet, sur le site Les Effrontés, en reprenant tous les statistiques archivées par Marc Vanguard. L'intégration économique des immigrés extra-européens et de leurs enfants est calamiteuse. Non seulement les immigrés extra-européens représentent un surcoût, mais ils rapportent aussi moins de recettes fiscales que les non-immigrés. Bon, ce n'est pas la d'immigrés, mais Najat Vallaud-Belkacem, c'est le genre de personnage totalement random qui ne doit sa longévité politique que parce qu'elle remplit le quota et qu'elle a entretenu les bons réseaux. Au-delà du cas de Najat Vallaud-Belkacem, pour lequel j'ai vraiment aucune antipathie pour elle, c'est pas ça l'histoire, c'est que je m'interroge quand même sur l'omniprésence des zombies du Parti Socialiste dans les rouages de la machine d'État. Car le PS ne pèse quasiment plus rien dans les urnes, mais contrôle le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, la haute fonction publique. Dans certaines régions, il a verrouillé toutes les administrations et les institutions. Je ne parle même pas du cas des grandes villes qui sont désormais des États dans l'État, ni des multiples conflits d'intérêts qui ne sont visiblement pas problématiques dès qu'il s'agit de figures socialistes. Dernier cas en date, Léa Salamé, promue au journal télévisé du service public, alors que son mari est tête de liste aux européennes. Je ne dis pas que c'est la mafia, je trouve juste que ce monde de l'opposition supposée n'est pas très vindicatif contre le gouvernement et brasse beaucoup d'argent. Ceci dit, Louis-Marie,
Ceci explique peut-être cela. Sa remarque en fait sur les 7 euros est à la fois symptomatique et caractéristique de la pensée des économistes qui est de dire qu'une unité économique en vaut une autre. Les unités sont des unités nomades, elles n'ont aucun enracinement et une unité donc si on fait plus d'enfants on va remplacer notre absence d'enfants par des unités économiques issues de l'immigration et alors outre qu'effectivement donner 7 euros pour en récupérer 5 ça s'appelle perdre 2 euros c'est mathématique de base, mais c'est cette pensée-là qui est à l'œuvre dans l'immigration. C'est juste dire, on fait venir des unités économiques, on ne fait pas venir des migrants. Tout à fait. C'est complètement déshumanisé en fait. Une petite brève, moi j'en ai une, alors c'est la copine de Miss Bergamote, je vais en parler, mais c'est Marine Tondelier. Alors, c'est la copine de Miss Bergamote, parce que je pense qu'elle prend la même dose de thé à la bergamote que mon amie Manon. Marine Tondelier qui nous parle de cyclisme féminin, et qui a un community manager qui gère son compte X, qui s'y connaît aussi peu en cyclisme qu'elle. Donc, je lis. Quand elle était petite, Pauline Ferrand-Prévot disait qu'elle voulait être un garçon pour faire le Tour de France. Cette phrase terrible rappelle que pendant longtemps, le cyclisme féminin a été négligé, moqué en France. Aujourd'hui, la petite fille est devenue la plus grande. 40 ans après Bernard Hinault et 35 ans après Catherine Marsal, elle est la vainqueur du Tour de France que nous attendions tant. Et 1 an après ses larmes pour sa médaille d'or en VTT au JO de Paris, son maillot jaune a une résonance qui la dépasse. Je repense à toutes les cyclistes qui ont pratiqué leur sport dans des conditions amateurs très difficiles pendant des décennies. Elles ont affronté l'indifférence, voire le mépris. Encore récemment, depuis la renaissance du Tour de France Femmes en 2022, les coureuses sont toujours victimes sur les réseaux sociaux d'innombrables commentaires misogynes. À tous ces grands sportifs courageux et anonymes, Pauline Ferrand-Prévot vient d'adresser une énième réponse parfaite, sans doute la plus belle de toutes. Et même si le chemin vers l'égalité sera encore plus long pour les coureuses, les petites filles ont désormais un Tour de France auquel elles peuvent rêver de participer et un maillot jaune à qui elles peuvent s'identifier. Pour ça et pour tout le reste, merci Pauline. Alors, tu vas voir, la surprise, elle est dans les commentaires parce que c'est magnifique ce tweet-là. Ouais. Moi, je dis, j'adhère. Alors, je ne sais pas si tu t'y connais un petit peu en cyclisme féminin. En tous les cas, toi et moi avons le même âge. Il me semble qu'il y a déjà un nom qui manque. Jeannie Longo, non ? Exactement, Jeannie Longo. Certainement la plus grande sportive, hors cyclisme, mais à titre individuel, la plus capée de toute l'histoire du sport. Ouais. Elle arrive à écrire un truc sur le cyclisme sans parler de Jeannie Longo. Elle n'était pas un peu à droite, non ? C'est possible qu'elle soit un peu à droite, mais en tous les cas, elle est manifestement pas du tout... Dans les quotas... Voilà, donc il y a un premier commentaire qui lui dit « Je ne connais pas cette Catherine Marsal, qui a sûrement été une grande championne cycliste, mais la dernière avant PFP, donc c'est la personne dont elle parle, c'était Jeannie Longo, effectivement, et qui a eu beaucoup plus de titres que n'importe qui. Donc déjà, Jeannie Longo. Et puis surtout, on nous signale que Catherine Marsal n'a pas gagné le Tour de France, mais le Tour de la CEE, Tour féminin de la CEE. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Marine Tondelier essaye de répondre en publiant les page Wikipédia sur lequel il est écrit que la Catherine Marsal en question, qui est la première à avoir gagné le Tour de la CEE et pas le Tour de France, ou alors le Tour de France de la CEE. Donc en fait, l'inconscient européiste de Marine Tondelier, même quand elle se défend d'être bête, c'est de ne pas savoir lire, apparaît. En fait, c'est lui qui prend le relais. Parce que quand on voit Tour de France féminin, et là c'est un oubli, la première à l'avoir gagné en France, c'est Jeannie Longo, qui l'a gagné d'ailleurs 3 fois de suite à partir de ce moment-là. Et que cette Catherine Marsal, parfaitement inconnue, en tous les cas de moi, n'a pas gagné le Tour de France, mais le Tour de la CEE. Alors, donc c'est intéressant, c'est que Marine Tondelier tweet n'importe quoi, ne sait pas lire. Il n'a pas de culture. Et n'a aucune culture cycliste féminine, en fait. Donc avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Ouais, c'est. Par contre, ils savent faire des phrases. C'était quoi ? C'était un tweet ou c'était un post Facebook ? C'était un tweet. C'était un tweet. C'est un tweet avec la cocarde bleue. Elle l'a payé. Ah ouais, c'est dur. Mais bon. Écoute, oui, bon, de toute façon, ces gens. Tu sais, Louis-Marie, on se fatigue à commenter. Mais... Sauf que c'est peut-être bientôt la fin. Pourquoi ? Il va falloir qu'on parle de jeans. Ah
Ah oui, tout à fait. C'est peut-être un peu la fin. Alors là, merci de. Alors, il faut que je la retrouve. Alors, le temps que tu la retrouves, je vais parler. Donc, c'est peut-être un peu la fin parce que celles et ceux qui sont branchés sur les réseaux et qui sont sur la plage ont pu remarquer donc la pub pour une marque de jeans qui s'appelle American Eagle, donc l'aigle américain. Et cette pub met en scène et met à l'écran Sydney Sweeney, une comédienne de 27 ans. Alors, je la passe. Je passe. Alors, c'est très court. Je vais plus ou moins vous la commenter parce qu'elle est quasi silencieuse, la pub. Donc, en gros, c'est Sydney Sweeney, c'est une. Alors, je sais, c'est une actrice. Hein, c'est une actrice, mais justement, je vais revenir. C'est un peu plus que ça, et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est une actrice qu'on pourrait qualifier de diva masturbatoire pour adolescents boutonneux. Ouais. Elle est toute en forme. Tout à fait, elle a un peu le look de Scarlett Johansson, mais plus sexe encore. Oui. Et donc là, dans la pub American Eagle, c'est American Eagle, c'est ça, Eagle. Elle est dans le. C'est une pub de 20 secondes, c'est un plan en séquence où elle est dans des teintes turquoises. Elle est en décolleté, en sorte de Marcel décolleté, à cheval, pas à cheval, penché sur le moteur d'une Ford. Qui est une Ford Mustang. Une Ford Mustang, celle de Bullitt, je crois. Donc je vous passe le son. Voilà, elle ferme le capot, elle se frotte les fesses au en jean et elle monte dans la voiture. Hasbro Keynes. Et elle part dans le plan séquence avec sa Ford dans un nuage de fumée qui ferait ruiner tous les bilans carbone. Voilà. Donc cette pub, elle est ultra simple et alors surtout le slogan. Alors, c'est donc le jeu de mots du slogan. As great jeans, jeans, c'est gènes, ça veut dire des jeans, et aussi les gènes, la génétique. Et évidemment double lecture qu'on peut faire ou ne pas faire, peu importe, puisqu'on peut la lire au premier degré. Aussi, alors la double lecture a eu lieu puisque les réseaux sociaux états-uniens se sont emparés à gauche de l'affaire en qualifiant cette pub ni plus ni moins de propagande nazie. Donc c'est propagande nazie parce que Great Jeans, c'est effectivement Sydney Sweeney est blonde aux yeux bleus et elle parle de ses gènes. Comment ne peut-on pas voir que il est encore fécond le ventre de la bête immonde et que si on ne fait pas gaffe et égard à ça, les nazis vont débouler à Washington la semaine prochaine. Ils sont complètement barrés. Ça, là, ils ont la preuve qu'ils ont raison en fait. C'est avec la pub de Sydney Sweeney. Mais là où c'est intéressant, enfin, il y a plusieurs points à soulever. Le premier, alors déjà, outre que les initiales de Sydney Sweeney, c'est SS, donc c'est un signe supplémentaire que c'est réellement le retour de la bête immonde et heureusement que les woke sont là. Là où je voulais en venir sur la fin du wokisme, c'est que les woke qui s'estiment être éveillés, donc plus conscients, plus avancés, presque plus intelligents et lesquels vont nous éclairer à leur tour, ne sont même pas capables de comprendre que fondamentalement toute publicité est de la propagande. Bien sûr. Donc ils la voient nazie, mais c'est déjà de la propagande. Premier point. Deuxième point, ils ne sont pas capables de comprendre que American Eagle les a baisés, mais dans toutes les profondeurs, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'ils ont obtenu comme ça une diffusion, en tous les cas, sur les chaînes nationales aux États-Unis, gratos, une diffusion en France, gratos, ils sont passés sur TF1, ils sont passés sur BFM. L'action a fait plus 15% le jour. Et l'action a explosé derrière. Ce qui s'est passé, c'est que American Eagle, on a eu quelques affaires récentes où les woke se réveillaient, et à ce moment-là, la compagnie rentrait sa bite dans son pantalon et puis s'excusait platement. Sauf que là, American Eagle a dit non, allez vous faire foutre, on assume. Bien sûr. Ça veut dire qu'avec l'élection de Trump, le wokisme a perdu le soutien institutionnel, ou est en train de le perdre. Et là, ils vont perdre le soutien des financiers. Les entreprises qui ne sont pas des organismes caritatifs sont en train de comprendre que ça rapporte pas le wokisme, ça fait perdre du pognon, et qui est anti-woke, ça en fait gagner. Donc c'est aussi simple que ça, là où va l'argent, qui parle. Maintenant, je vais revenir sur le cas de Sydney Sweeney. Donc ça, c'était American Eagle, et puis le wokisme, qui est finalement, la pub, ils se sont fait avoir. Mais Sydney Sweeney, là où c'est intéressant, alors je vais parler d'un youtubeur français spécialisé dans le cinéma, de gauche, qui s'est pris un shitstorm il y a pas longtemps, parce qu'il avait fait une blague sur Allah, et qu'il a compris
compris que l'intersectionnalité, ça avait une grande limite, surtout s'il se faisait intersectionner le bidon par une lame. Tu veux parler de Ray Gogol ? Voilà, Ray Gogol, qui revenait dans une vidéo sur cette affaire et puis qui s'est désolé en essayant d'exhiber sa culture cinématographique, que par ailleurs je n'ai pas, en disant, il se désolait que Sydney Sweeney, qui est arrivée en étant effectivement, comme tu dis, une sorte de Scarlett Johansson en mieux gaulé. Scarlett Johansson plus jeune, je pense qu'elle mieux gaulé aussi. Et mais enfin, en tous les cas, avec ceci est très très subjectif. C'est très subjectif. Remettons les au milieu du village. Une blonde aux yeux bleus que depuis Marilyn Monroe, les États-Unis savent produire de manière industrielle. Et le youtubeur se désolait parce que elle avait commencé comme ça, genre blonde à gros seins, et puis depuis peu, elle se mettait à avoir des films un petit peu d'auteur et qu'il trouvait dommage qu'elle gâche son talent dans ce type de pub proto-nazi. Alors, je veux attirer l'attention à ce monsieur que c'est très patriarcal que de dire à une femme ce qu'elle doit faire, et qu'elle fait bien tout ce qu'elle veut. Et je dirais, moi qui, encore une fois, suis un grand novice en cinéma et pas particulièrement cinéphile, j'ai regardé un peu le profil de Sydney Sweeney, je me suis documenté, et je trouve que la dame a un parcours très intéressant et elle est loin, mais très très loin d'être sotte. Elle sait parfaitement à quoi elle joue, elle sait parfaitement quels sont ses arguments. Je vous invite à regarder la vidéo dans sa prestation dans Saturday Night Live où elle dit voici, c'était mon plan pour devenir célèbre au cinéma. Alors elle avait le plan, trouver un agent, faire des castings, faire des pubs, faire des courts-métrages. Et ça n'a pas marché, il y avait le plan B. Et là on voit plan B, c'est show boobs. Donc elle a parfaitement compris quels sont ses avantages et comment y arriver. Et ayant parfaitement compris ça, j'ai découvert avec intérêt que Sydney Sweeney est aussi et très souvent producteur des films dans lesquels elle joue. Elle est soit producteur délégué, soit executive producer, et qu'en fait elle a une part financière et qu'elle participe à la création du film autrement qu'en montrant ses jolies fesses. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont devenus des producteurs. Je pense à Brad Pitt entre autres, mais il y en a d'autres qui maintenant produisent et qui sont donc du côté financier du film. Ils ne sont pas que des comédiens et des porte-drapeaux. Et Sydney Sweeney, à 27 ans, elle est déjà investie dans la production, elle est déjà en train de penser à l'après. Ouais, alors c'est vrai aussi qu'on n'a pas cette culture-là en France, mais dès que tu gagnes un peu de pognon dans le cinéma en tant qu'acteur aux États-Unis, et ça peut aller très vite, même dans la télé. Enfin, je veux dire, souvent t'es même incité à le faire. C'est beaucoup plus intéressant de devenir coproducteur, voire producteur carrément de ce que tu fais, parce que tu permets à des productions de se monter et tu peux gagner plus sur les bénéfices. On n'a pas du tout cette culture-là en France, très peu. Et ça touche que quelques très très grosses stars, et encore, c'est assez timide en France, mais c'est vraiment la culture anglo-saxonne de faire de l'argent en fait. Et bon, c'est clair que quand tu commences à être payé 10-20 millions de dollars par an, c'est une façon de fructifier très intéressante l'argent. Donc c'est parce qu'en France on a un prisme très au niveau des radios et des télés, la pratique de l'animateur producteur, elle est bien installée. Oui, mais ça demande quand même c'est souvent des Nagui, Arthur. Voilà, c'est souvent adossé à des grosses chaînes, à des gros contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros garantis sur plusieurs années. Tu vois, c'est pas n'importe qui. Alors c'est des très gros trucs, mais voilà, mais bon, c'est pas la même. En tout cas, moi déjà, on a conclu la partie, la fin du wokisme avec l'illustration de ces publicités. En tout cas, le début de la fin, ça montre que le vent tourne. Et moi, ça m'a attiré sur Sydney Sweeney. Je suis en fait beaucoup plus intéressé maintenant par elle qu'avant. Objectivement, je la connaissais pas. Moi aussi j'avais vaguement entendu, puis j'avais vu tu ne peux difficilement passer à côté, et effectivement ses atouts sont si proéminents que tu ne vois que, mais derrière ça j'ai trouvé quelqu'un de beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Alors moi évidemment j'ai entendu parler de cette alors comme BFM l'appelle, la polémique, comme disent tous les médias français. Non, il n'y a pas de polémique, c'est une pub. C'est-à-dire qu'ils ont introduit ça comme s'il y avait un problème. C'est-à-dire que dès qu'on t'en parle en France et on te le met sous l'aspect du problème, il n'y a pas de problème, c'est une pub. La pub, c'est de la saloperie. D'autre part, ce sont des chaînes commerciales qui te disent ça. C'est-à-dire qu'ils te font, ils te font un discours. Parce que j'imagine qu'à un moment ou à un autre, peut-être ils seront amenés, je ne sais pas si cette marque est vendue en France, mais ils seront amenés eux-mêmes à diffuser cette pub. Alors, je ne sais pas, et vu le tapage et comment elle est virale, je pense qu'ils peuvent la passer maintenant carrément en
VO, ils ont même plus besoin de la traduire. J'espère bien parce que c'est bon. Ils ont fait un instant icon. Et là, dans un bureau de Washington ou d'ailleurs, il y a un pubard qui se dit mais ça y est, là, non seulement ma boîte a gagné un max de pognon, la boîte pour qui je travaille va gagner un max de pognon, et surtout on a obtenu de faire passer la pub sur toutes les chaînes gratuitement. Ouais. Et c'est fou, c'est que en fait en France on t'en parle comme si c'était les dossiers de l'écran, on dirait comme si c'était vraiment Goebbels c'est à nos portes quoi. C'est un truc de fou. Une pub, la pub réussie, c'est la pub dont on parle. Même une mauvaise pub. Oui, parlez de moi en bien, en mal, mais parlez de moi. Il n'y a pas de mauvaise pub. La mauvaise pub, c'est celle qui n'existe pas. C'est celle dont on parle pas. donc voilà. Et quand tu disais la fin du wokisme, je sais pas si je pense que disons que c'est symbolique. Il est très clair que dans le monde de la pub, oui, parce que clairement on peut prendre les exemples des pubs Calvin Klein, mais surtout les deux exemples les plus frappants, c'est Nike et Jaguar. Oui, j'ai parlé de Jaguar, mais c'est pas d'un point de vue publicitaire. Économiquement, ils sont en train de plonger. Oui, mais c'est parce que c'est des choix à la fois. Ils ont coché toutes les cases du wokisme, c'est-à-dire qu'ils sont mis à faire des véhicules électriques, ils sont mis à faire des pubs n'importe quoi avec des trans machins multicolores, des plumes dans le cul, les mecs qui achètent les Ont refait leur logo. Ils ont rebrandé leur logo. Ils ont fait toutes les erreurs du wokisme, ils les ont faites, et les ventes s'effondrent. Mais quand je dis s'effondrent, c'est 90% de chute. Ça a possiblement terminé la carrière de Jaguar, enfin l'entreprise. Et il y a Nike aussi. Ouais. Mais en oubliant que Jaguar, c'est quand même un truc, on va la faire simple. Là, tu vois, tu parlais dans American Eagle, la pub, c'est une Ford Mustang. C'est précisément Jaguar était sur ce créneau de voitures avec des moteurs qui font du bruit, avec des longs capots. On le dit, un long capot petite bite peut-être, mais en fait, ça s'adressait très clairement à une Ford Mustang. C'est plutôt un public masculin qui achète ça. C'était pensé comme ça quand Ford a pensé la Mustang. Donc là, Jaguar qui dit d'un seul coup, on va vendre des voitures électriques, des Jaguars électriques. Bon, le problème c'est qu'ils n'ont pas trouvé leur public. Et il y a Nike aussi qui a fait la même erreur. En fait, Nike, ils ont abandonné. Ils avaient une expertise, on va dire, dans le sport, dans le sponsoring avec des sportifs, machin et tout. Ils ont abandonné ça. Ils ont misé 100% sur les valeurs. Tu vois, on va faire il n'y a plus que du wokisme partout. Be Different, je sais même pas leur truc. On parle plus de sport. Du coup, ils se sont fait piquer des parts de marché par des marques et elles qui se sont recentrées sur le sport. La pratique et l'expertise, et ils se sont fait piquer des parts de marché. Je vais faire une petite pirouette acrobatique parce que je vais faire une revue de presse et je vais enchaîner directement sur un extrait qui enchaînera sur ma chronique. Tout est lié, c'est jamais trop tout est dans tout. Alors, je vais revenir sur la crise que traversent les restaurateurs en général, le tourisme en France. Il paraît que c'est une très très mauvaise année en France. Il paraît. Et notamment pour la restauration. Et je vais te passer cet extrait du cri de désespoir de Thierry Marx. C'est un lobbyiste des restaurateurs que j'ai très très souvent vu à l'époque où je gravitais pas mal dans le milieu politique. Il était tout le temps, toutes les soirées, les réceptions, les mondanités, les machins, il y avait Thierry Marx, il était là. Donc là, Thierry Marx fait tous les plateaux, j'ai vu ça j'étais pas là, mais j'ai vu ça sur les réseaux, pour alerter sur le secteur de la restauration, qui est une nouvelle fois, c'est toujours la crise, la catastrophe, le machin, ils ferment tous. Mais là, apparemment, c'est un peu plus grave que d'habitude. Je te passe le premier extrait, on en discute après. On n'invente rien en disant ça, on travaille avec les tribunaux de commerce et on voit bien qu'aujourd'hui 25 restaurants ferment par jour, alors pour des raisons diverses et variées, je vous l'accorde, mais le problème il est souvent lié à la même chose, augmentation des coûts et l'explosion du coût d'énergie en 2023, même si cette énergie est retombée, finalement le remboursement des PGE, des prêts garantis par l'État, finalement la moindre zone de turbulence, quand vous faites à peine 2% de marge, la moindre zone de turbulence économique termine l'entreprise. Pauvre petit, il se rend compte. McDonald's ne ferme pas, c'est ça qu'il vient de dire. Ils ne font que du 2% de marge. Pour un œuf au plat à 11 € et la moitié des travailleurs qui ne sont pas déclarés, je ne sais pas comment il se démerde Thierry Marx, parce que franchement, je ne sais pas comment il peut faire que 2% de marge. En plus, je te raconte une anecdote qui rebondit sur Thierry Marx, c'était il y a 2 ans. Alors en plus, c'est le marronnier de l'année, de tous les étés, les restaurateurs se plaignent d'avoir du mal à embaucher, effectivement, dans les conditions de travail. Depuis le confinement, ils comprennent qu'ils ont été trop loin dans leurs conditions de travail, que la convention collective du secteur était quand même bien merdique. Et donc c'était il y a 2 ans, 3 ans peut-être, un restaurant étoilé vegan, le premier de sa génération, qui a été dans la baie d'Arcachon, qui a été obligé de fermer ses portes parce que ils ne pouvaient pas loger leur personnel.
Effectivement, c'est zone balnéaire et tous les prix de logement augmentent et ils ont été emmerdés. Donc, en fait, on a un patronat qui est confronté à la situation des patrons du 19e siècle. Alors, je vais y venir parce que c'est mon axe 2. Parce qu'il a fait la tournée des plateaux. Donc là, on a écouté, c'était, je crois, France Télé. Là, il est sur le plateau de LCI la même journée. Et là, on le travaille un peu au corps pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'en sortir, ce secteur qui est en crise, que faire. Des difficultés donc de fréquentation, mais aussi de recrutement. Difficile de trouver des saisonniers pour l'été, mais même de manière plus générale sur toute la saison. Mais c'est le paradoxe, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a des entreprises qui sont en grande difficulté, mais il manque quand même 200 000 postes dans la profession. Mais c'est pas simplement lié aussi uniquement à l'hôtellerie-restauration. C'est pas cette industrie qui est simplement touchée. Globalement, nous manquons de postes partout en France. C'est un petit peu difficile à dire, mais ça c'est français qui veulent rien foutre. Là encore une fois, je pense que c'est pas conjoncturel, c'est structurel. Quand on dit que nous manquons de postes, eh bien nous manquons de logements, nous manquons de mobilité. Et là, c'est pour ça que l'UMIH a passé des partenariats, notamment avec Action Logement, pour aider à la garantie, ce qu'on appelle la garantie Vissal, pour que ces jeunes gens, quand il n'ait pas de garantie à déposer quand ils louent un appartement, et puis de faire construire du logement social pour nos saisonniers. Oui, tu as bien entendu. Notre chef d'entreprise vient de nous dire que c'est à l'État, donc aux Français, toi, moi, vous, de subventionner le logement des esclaves de la restauration, qui, comme pour les bâtiments, fonctionne aux 2/3, je l'ai dit, avec des sans-papiers. Ça, je peux l'affirmer, parce que je le demande. Christophe Guillouis signale ça dans un de ses bouquins. Le Pokéball à 15 €, c'est parce que les Pakistanais en cuisine sont mal payés. Je peux assurer que là, aujourd'hui, sur Paris, il y a des chantiers publics à plusieurs millions, là, en ce moment même, au moment où on enregistre, qui sont à moitié, même si c'est pas aux 2/3, réalisés par des gens sans papier. Ce sont des commandes publiques. Mais tu comprends, ils font les boulots que les Français ils veulent plus faire. Voilà, mais bon, alors je vais plus au restaurant en France, 3 fois sur 4, c'est dégueulasse, c'est systématiquement trop cher pour ce qu'on me sert, et le plus souvent les employés sont maltraités. Et le fait maison à Paris, mon cul. Tu réalises très très vite que tu manges la même chose partout en fait. C'est le petit forestier. Le fondant au chocolat. Les camions, le petit forestier là qui passe partout là. C'est pour vos restos ça. On vous a vu. Donc je passe sur le fait qu'à Paris, les restaurateurs occupent la moitié de l'espace public avec des terrasses à la con qui louent une misère à force de lobbying auprès de la mairie, et que vous avez été le corps de métier le plus zélé et collaborationniste qui soit lors de la glorieuse époque du pass sanitaire. Donc au lieu de venir pleurnicher sur les plateaux télé avec en l'occurrence ton gros salaire là, Thierry, parce que à mon avis il n'est pas au SMIC lui, paye mieux tes travailleurs, ils pourront peut-être se loger normalement, et puis peut-être même tu pourras embaucher des salariés français pour le coup avec des papiers en règle. Et puis il y a une deuxième chose que je signale, c'est qu'en fait Thierry Marx, sans le savoir, il est annonciateur d'une économie qui meurt, moribonde, c'est l'économie des boomers. Aller au restaurant à ce tarif-là, ça, c'est quand on a les moyens, et on ne les a plus. Donc ça c'est un des premiers points. Et avant que tu rebondisses sur ce point-là, je voulais en souligner un autre, puisqu'on parle du pass sanitaire. Nous sommes le 8 août à l'heure où est diffusé ce podcast. Or il y a 5 jours, le 5 août 2021, c'était la fameuse loi qui a créé les suspendus. Les suspendus, c'était quoi ? C'est-à-dire que tous les soignants qui refusaient de se faire vacciner, tous les pompiers qui refusaient de se faire vacciner étaient plongés dans un endroit inconnu du droit du travail, c'est-à-dire ni virés ni payés. Et on les a appelés les suspendus. Pendant 606 jours, celles et ceux qui ont tenu n'avaient pas le droit de se barrer pour aller voir ailleurs et n'avaient pas le droit d'être payés pour pouvoir vivre. Donc voilà, c'était le 5 août 2021 et tu soulignais que les restaurateurs ont été les plus zélés collaborateurs de ce système-là, et on en avait parlé pour le cinéma, le coût d'acquisition et le coût de fidélisation sont complètement différents, donc gagner un client et garder un client, c'est pas le même prix, ils les ont perdus et ils veulent pas les récupérer, ils veulent pas mettre le pognon pour les récupérer. Go fuck yourself. Et puis surtout, il demande à l'État de le financer. Non mais après ça, c'est délirant. Alors c'est bien parce que ça va recouper toutes les chroniques qu'on va faire. Je vais enchaîner. Tu te souviens lors de la dernière émission, tu m'avais fait une petite pastille audio de ton séjour dans la France. Et bien moi, je t'avais dit que je ne partais pas en France pour mes vacances. Tu es parti à l'étranger. Je suis parti à l'étranger en avion. C'est un double. Oh là là. Donc je te passe un petit extrait et puis je vais enchaîner sur ma chronique derrière qui va revenir sur tout ce dont on a déjà parlé, mais en approfondissant un peu, car je suis allé voir si les Français, parce que j'en ai vu plein, dépensaient ou pas pendant leurs vacances.
sotto il sedile di fronte. Le porte e le uscite devono rimanere libere. Cuoricini, non savi sono i cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto. Cuoricini. L'eraldica rossa con un fiorellino giallo, quello del colore delle capre, al centro. Laissez-moi manger mon poulpe. Le serveur, il t'a pris pour un fou allié. La cigarette électronique n'est pas autorisée, elle doit être éteinte et conservée sur vous. Nous vous souhaitons un agréable vol. Oui, Louis-Marie, j'ai cédé après des années d'irréductibles vacances à sillonner avec mon bateau de pèlerin, mon beau pays de France, du Havre à Châtelaillon et de la baie de Somme à Sifour-les-Plages, et me faire arnaquer d'un restaurant à l'autre, de passer de location foireuse en Airbnb sans âme, de boomer rentier. Cette année, j'ai emmené toute ma famille à l'étranger, mais pas loin, en Italie donc, car je n'aime pas les vols longs. Et là, à 1 heure d'avion, et pour un prix moins élevé qu'un Paris-Marseille en TGV avec 3 heures de retard, quel dépaysement! On se croirait dans un autre siècle et un autre continent. D'abord, contredisant tous les discours que j'entendais avant de partir sur les Français qui ne dépensent plus rien en vacances et désertent nos côtes, j'ai vu en Italie plein de Français, beaucoup, et qui dépensaient de bon cœur. Car oui, on aime encore se faire plaisir et profiter de la vie, là où effectivement je les voyais s'enfoncer au fil des années de région de France en région de France dans des stratégies d'évitement de dépenses. Alors, première étude anthropologique de mon concitoyen en villégiature à l'étranger, les boomers, ils sont là aussi conquérants. La moyenne d'âge des Français que j'ai croisés en Italie, et j'en ai vraiment vu beaucoup, cette moyenne doit se situer dans les 57-58 ans. Très vite aussi, une différence notable dans cet abondant panel de Français par rapport à nos rues. Il y a très peu de diversité. Pas de racailles estampillées France non plus, pas de wesh, pas même l'écho lointain d'une ancêtre connectée et d'un trépané à t-shirt PSG ou OM, alors que même dans le pire trou perdu des Cévennes, j'ai croisé des Walla Wesh qui crachaient sur la France en voyage subventionné par cette dernière. Non, rien de tout ça là-bas. Parlons de l'offre italienne maintenant. Alors, je ne vais pas généraliser, mais en termes de services, ces vacances italiennes expédient aux oubliettes les précédentes passées en France, en tout cas les 4-5 dernières années. Je prends réellement conscience en Italie du peu de cas qui est fait du touriste en France, considéré comme une grosse vache à lait. Alors, soyons pas naïfs, il l'est aussi en Italie, d'autant que j'étais dans des coins qui étaient assez pauvres, mais les formes sont mises. Et il y a du respect. C'est toujours la question, le doigt dans le cul, d'accord, mais voilà, avec douceur. Voilà, les formes sont mises, il y a du respect, un souci du service, de la politesse et de la propreté. J'ai jamais vu des hôtels aussi propres, enfin bon, sans parler de la qualité de la nourriture et d'un prix très compétitif. Tout le monde sait qu'on mange excessivement bien en Italie, que c'est certainement le deuxième pays après la France où on peut aller pour se gaver. Honnêtement, j'ai mangé mieux. Je pense qu'on mange beaucoup, on mange très bien en France, mais ça demande beaucoup d'argent. Donc la France m'apparaît comme un pays, en tout cas dans ce secteur-là, d'entourloupettes et de commerce crade au prix en constante augmentation pour un service honnêtement de plus en plus médiocre. Aucun plaisir à consommer ce type de prestation en France. Mon constat, et chers auditeurs, j'attends vos retours sur le sujet, parce que visiblement vous avez été beaucoup à faire comme moi et partir à l'étranger. Mon constat est donc que de plus en plus de Français optent pour l'étranger pour leurs vacances. Pour 1, ne pas avoir le sentiment de se faire avoir. 2, être mieux traités par les restaurateurs et les hébergeurs. 3, ne pas avoir à côtoyer ce que deviennent certains Français. Bref, somme toute des ambitions assez normales. Mais dans notre France Potemkin, c'est la normalité qui est devenue exotique. S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Et puis je veux pas que tu fasses cette émission. C'est l'occasion jamais de dire la vérité, et va. Est-ce que vous allez vous taire à la fin ? Non.
Alors Louis-Marie, je sais que tu meurs d'envie de continuer la revue de presse. Eh bien, c'est à toi. Alors, j'en signale deux. La première est une courte. C'est un migrant marocain qui a été arrêté parce qu'il il cherchait du feu pour sa clope et il en a trouvé sur la flamme du soldat inconnu. Il a donc trouvé normal d'allumer sa cigarette à même la flamme du soldat inconnu. Voilà, devant les caméras des touristes qui ont publié abondamment sur les réseaux. Ce qui pose d'ailleurs problème. Il faudra qu'on en parle, la question des réseaux. Mais voilà, donc ça c'est la première brève. La deuxième brève, elle est toujours dans la même veine, mais elle concerne nos amis espagnols. Tu sais que la version de LFI en Espagne s'appelle Podemos. Et alors, elle concerne Estíbaliz Cortázar. Estíbaliz Cortázar, qui était une candidate Podemos dans son bled espagnol, et qui a évidemment, alors qui pour le coup était honnête, pas comme d'autres, elle a accueilli un migrant chez elle, elle l'a logé, parce qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire. Mi casa y su casa. Et voilà. Malheureusement, lui pensait que c'était pas la bonne chose à faire. En tous les cas, il a pensé qu'il avait de meilleures choses à faire. Donc d'abord il a commencé par refuser de payer le loyer. Après tout, tu m'accueilles, va te faire foutre. Puis il a vandalisé la propriété, puis il a refusé de partir. Mi casa y su casa, mi casa surtout. Et comme il y a des lois d'urgence mises en place suite à la pandémie de Covid, elle se retrouve complètement coincée. Mais pire que tout, elle dit, il emportait toutes mes casseroles dans sa chambre et ne me laissait rien à utiliser. Il allumait la télévision à minuit pour m'empêcher de dormir. Il cassait mes meubles, il me traitait de traînée, de sale garce et de catin. C'est un psychopathe et son seul but est de me gâcher la vie. Il n'a pas toute sa tête, il ne m'a pas encore attaqué, mais j'ai peur qu'il le fasse. La femme a maintenant, donc, elle a dû quitter son domicile. On sait où était Raphaël Arnaud en vacances ou... Je pense pas que ce soit lui, parce que c'est pas un migrant en Espagne. Lui, il a le droit d'y aller, c'est Schengen. Alors, elle a dû se barrer, elle est chez son frère, et elle est en pleine détresse psychologique. Voilà. Vous ne savez pas ce que c'est de vivre sous le même toit que celui qui vous pourrit la vie. Non, à côté, on le sait déjà, et on sait que ça nous pourrit la vie. Alors, de le voir détruire votre maison et votre vie, et de vous sentir abandonné par la justice de votre pays parce que ce squatteur qui vit comme un roi a plus de droits que vous. Alors là, je crois que d'un coup d'un seul, le réel l'a fait devenir de droite. Ouais, c'est ce qu'on parlait, on discutait, parce qu'avant cette émission, on a déjeuné ensemble, on parlait de la seule chose qui pouvait faire changer les mentalités, c'est toujours ce fameux mur, le mur du réel. Ça s'appelle le mur du réel. Comme disait Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Voilà, c'est un truc, voilà, c'est... Donc voilà, Estíbaliz Cortázar a fait l'expérience du réel, elle a vu ce qu'était d'accueillir les migrants, au moins elle a été honnête avec ça, elle s'est mise en accord avec ses pensées, et je pense qu'elle a changé de pensée depuis. Voilà. Alors, tu sais quoi, on a oublié... Tu sais que moi j'ai des chroniques. Ben oui, j'ai réalisé que j'ai fait une chronique sans lancer le jingle, tu te rends compte? Ouais, et après tu me reproches de faire d'intervenir sans que tu lances le jingle. Je relance un jingle. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Dans une casserole. Alors, bon, je vais le dire quand même, ce film, parce que personne ne l'a trouvé, c'est Que la bête meurt de Claude Chabrol, avec Jean-Yann, que je vous conseille chaudement. C'est un très très bon film. Oui, je crois même l'avoir vu. Ouais, il est très très bien. Écrit par Paul Gégoff, c'est vraiment... Déjà Chabrol, hein. Ouais. Chabrol, pas toujours, mais là, ça, avec Jean-Yann, top. À toi, pour ta chronique, Louis-Marie. Tu vas nous parler de quoi? Alors, je vais vous parler de notre bon Pépé Palois. Ah, François, voilà. Donc avec l'art consommé du suspense d'un scénariste de la série d'Éric, le Pépé Palois dissémine son plan de retour à l'équilibre du budget 2025, sa grande opération Overlord d'assainissement des comptes publics. Et roulement de tambour grave, trompette coruscante, on ne touchera pas aux dépenses. Non. On augmentera les impôts et d'une manière la plus dégueulasse qui soit, puisqu'il se propose de supprimer des jours fériés. Car augmenter le temps de travail sans le rémunérer, eh bien un impôt, c'est celui du temps. C'est la corvée que l'on veut nous imposer. Regardons-y de plus près. Nous avions dans ces lignes parlé de la suppression du lundi de Pentecôte, de ce qu'elle était supposée rapporter, cette suppression. Et en vrai, on a du mal à évaluer son gain réel. Et pourquoi c'est une vraie saloperie ? François Bayrou, que mon correcteur orthographique s'obstine à écrire François Beyrouth,
Furoncle boursouflé de la compétence et administrateur du dépôt de bilan de la France Potemkin, a donc eu la lumineuse idée de biffer le lundi de Pâques et le 8 mai du catalogue et du droit du travail. Lundi de Pâques, pas de problème, les catholiques tendront l'autre joue et iront pleurer dans leurs églises désertées. Le 8 mai, le fervent soutien de l'ensemble occidental au régime bandériste de l'ex-président Zelensky montre clairement que nous sommes passés du côté obscur de la lutte contre le nazisme, et il est donc tout à fait compréhensible de cesser de prétendre, ou alors de regarder les pubs de Sydney Sweeney. Les anciens combattants étant ou morts ou vieux, libre à ceux qui restent d'orner les monuments de géranium ce jour-là. On va produire pendant ce temps-là, mais produire quoi, bordel ? La France Potemkin n'est plus qu'un gigantesque asile pour boomers où la seule production encore pensable est celle d'aide à domicile et autres torcheurs de cul pour retraités grassement pensionnés. Coupons court de ce pas l'argument comme quoi nous serions en retard sur les autres membres de l'UE, puisqu'en matière de jours fériés, nous figurons parmi les plus mal lotis. La moyenne et la médiane étant de 12 jours chacune en Europe, nous figurons dans le premier quartile. Autrement dit, les 3/4 des pays membres de l'Union européenne ont plus de jours fériés que nous. Le pire dans tout ça, quand la classe politique n'a plus aucun savoir-faire, il lui reste le faire savoir, c'est que cette histoire de jours fériés est une diversion. De cette manière, on ne parle pas du reste de la batterie de mesures dont toutes sont de l'ordre du racket en bande organisée. Ne comptons pas sur les forces publiques dites d'opposition. Olivier Faure a déjà annoncé qu'il restait ouvert à toute proposition, et puis ce dont nous parlions à propos de Najat Vallaud-Belkacem montre qu'ils seront même plus couverts. Le Parti communiste n'existant plus, reste LFI et le RN qui, même en s'unissant, n'ont pas le nombre. Les syndicats, n'en parlons pas, plutôt n'en parlons plus. En supprimant 2 jours fériés, nous serions les derniers en nombre dans l'Union européenne. Bravo François, encore une victoire à mettre à ton crédit, toi l'ancien haut-commissaire à la planque, au plan, assisté et payé par nos impôts depuis que tu es en âge de piquer dans la caisse, tu vas bien nous baiser une fois de plus. Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. S'il y a de l'arnaque dans l'air, oubliez un peu Tonton Béron. Donc moi je vais revenir sur cette nouvelle qui nous est transmise par la plateforme automobile qui représente les 4000 entreprises du secteur automobile en France et qui annonce que les ventes de voitures neuves ont chuté dans notre pays de 12,3% entre mai 2024 et mai 2025 et sont au plus bas en France depuis plus de 50 ans. Ce recul serait-il dû à la hausse des prix liés à la réglementation européenne avec ses taxes et malus divers ? Non. Donc ça a juste gonflé en 4 ans les tarifs d'un véhicule. Le tarif moyen a juste gonflé de 7 000 euros depuis 2020. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une voiture neuve vaut en moyenne 35 000 euros. Alors 35 000 euros, 35K, c'est plus que le salaire moyen annuel net. D'un prof. D'un Français. C'est même pas d'un prof. Ouais. C'est plus que le salaire moyen d'un Français. Un an de salaire pour une bagnole, pour aller au boulot. De quoi gagner assez juste pour se payer une bagnole. Et on pourra reparler, on en avait parlé, de la notion de vitesse généralisée d'Illich. Oui, c'est vrai. Alors ce recul ne serait-il pas dû non plus à la quasi-criminalisation des automobilistes par les écolos bobos ? Les annonces de ZFE, le prix délirant du stationnement en ville, l'absence même de stationnement en ville, les multiplications des péages dématérialisés, le nombre de voyages limités pour les anciens véhicules, enfin ils inventent des trucs toujours plus liberticides de chaque jour. Ce recul serait-il dû à la folie de l'électrique ? Avec des voitures qui n'en sont plus vraiment. Là où autrefois on voulait rouler à 150 km/h, désormais on se ronge les sangs pour savoir si on va pouvoir faire 150 km. Pour l'électrique, je te le signe ici, ça ne marchera pas, en tout cas pas comme ils le disent et pas à la date où ils le veulent. Ce qui marchera, ça va être l'électrique d'origine chinoise. Voilà, oui, déjà. Et de toutes les façons, on voit bien l'arnaque. L'électricité soi-disant moins chère, là ça vient juste de prendre 15% la semaine dernière. Donc si ça prend 15% chaque année, bon, ça va vite être réglé cette histoire. Je te donne mon billet que ce sera aussi cher, voire plus, de rouler à l'électrique dans 10 ans que ça n'est de le rouler aujourd'hui avec une voiture thermique. Sans compter que pour refaire le plein de ta batterie, il te faut plus de temps. Oui, après ça, je fais comme la gymnastique complètement dingue. Les mecs qui te disent que c'est génial, c'est qu'ils s'en servent pas. D'autant qu'on minore les coûts cachés. À l'achat, bien sûr, mais aussi à l'entretien. Une voiture électrique, c'est un smartphone sur roue. Et alors, il dure combien de temps ton smartphone avant d'être cassé ou obsolète ? 2 ans. Ouais, voilà, c'est en 2, 3, 4, 5 ans dans le meilleur des cas, vraiment pour ceux qui sont vraiment très précautionneux. Alors qu'un diesel, si tu tiens bien, c'est 15. Oh bah tu peux aller beaucoup plus loin. Moi, et même plus. Moi j'ai eu à un moment une Volvo, un break Volvo, j'ai dû faire 400 000 km avec. Et je l'ai revendu. Il roule encore aujourd'hui. Avec des Mercedes, tu peux faire 1 million de kilomètres avec les vieilles. Ouais, donc
Donc bref, l'électronique, ça va être un peu comme, enfin la voiture électrique, ça va être un peu comme ton smartphone en fait. Une fois que la batterie est morte, en gros tu le changes. Donc ça, je sais pas. On va dire où c'est écologique, mais bon. Et tout cela, Louis-Marie, ce sont des tentatives d'explication dont on se demande comment elles n'ont pas été anticipées par nos élites. À moins, bien sûr, qu'elles ne l'aient été. Et qu'elles ne soient pas une conséquence, mais une cause. Je m'explique. Et si le but n'était pas, comme pour nos smartphones vendus dans le cadre d'offres de contrats d'abonnement et de réabonnement, de nous rendre locataires de nos biens, et sous couvert d'une remise, de nous les faire payer 10 fois le prix, et de nous faire payer demain 10 fois le prix qu'on paye pour notre mobilité actuelle. Bref, de se servir de l'alibi écologique afin de mettre tous les automobilistes européens en leasing perpétuel. Une telle duplicité au niveau européen qui tirerait à la fois sur la population mais aussi sur l'écologie, parce que comme je l'ai dit, en location ou pas, on parle ici de voitures jetables, parce que c'est ça la voiture électrique. Non, ce serait à peine croyable, dis donc. Et il faudrait vraiment avoir l'esprit tordu comme le tien pour penser cela. Malheureusement, je pense que l'idée de leasing est extrêmement pertinente. Stark l'avait eu il y a quelques années. L'idée même d'acheter une voiture, effectivement, est en train d'être dépassée. Mais ça me semblerait complètement correct qu'on devienne des loueurs en fait perpétuels de nos voitures. Ouais. La liberté individuelle, les libertés individuelles sont en train de reculer en Europe. Ça, ce serait possible, mais ce serait possible si tout le monde habitait en ville. Oui. Et ce serait, pourquoi pas. Mais je pense que ces gens pensent que à ça. Le reste, par exemple la France périphérique dont on parle, les 60% de Français qui ne vivent pas en centre, dans les forteresses de centre-ville, ont été complètement oubliés et abandonnés. La sécession est consommée, elle continuera de l'être, donc on ne pense pas à cela. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, alors l'histoire de la voiture électrique, d'abord, le coût écologique complet de la voiture électrique est un cauchemar, on le sait, simplement on l'a externalisé. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la Chine produit. Alors d'abord, la Chine a la maîtrise totale et complète des batteries, premièrement. Deuxièmement, il y a 10 ans, on riait beaucoup quand la Chine débarquait, les voitures chinoises débarquaient en France, on riait beaucoup en disant « Regardez comme ils sont nuls ». On rit plus du tout, d'abord parce qu'ils ont racheté tous les brevets en rachetant des usines, qu'ils ont fermé les usines et ils ont gardé les brevets pour produire chez eux. Et nous, dans notre arrogance occidentale, on s'est dit « S'ils achètent une usine, c'est pour produire chez nous ». Mon cul, ils achètent l'usine, ils la ferment et ils repartent avec les brevets. Ils savent parfaitement produire des tracteurs, des camions et des voitures dorénavant. Ils produisent un nombre d'ingénieurs qui est de l'ordre de 100 000 par an. Il y a 100 000 ingénieurs, lesquels vont se précipitent dans la production automobile. Et on continue de les prendre pour des nigauds. Donc, si automobile électrique il y a, à mon avis, elle sera chinoise. Ils sont déjà 2 fois moins chers que les automobiles françaises. Donc là-dessus, on va flinguer durablement la production européenne d'automobiles et le savoir-faire qui va disparaître avec. Par exemple, les contrôles techniques, il y a toute la sous-traitance, tout l'environnement périphérique de la voiture, en fait, avec la voiture électrique, va être obsolète aussi. Et rappelons que la taxe sur les produits pétroliers rapporte pas mal d'argent. Et donc il va falloir qu'ils récupèrent cet argent, donc c'est un transfert de taxes. Donc c'est une évidence, voilà. Bon, et je pense que les Français le sentent, ils le savent, déjà ils le voient. Et puis après, je signale les vidéos dans lesquelles elle apparaît de Stéphane son nom va me revenir. C'est une jeune ingénieure minière spécialisée dans la mine, Aurore Stéphan. Voilà. Donc Aurore Stéphan qui travaille pour une association, c'est un petit peu l'équivalent dans la géologie de Jean Covici, et qui signale que dont le propos est de dire la transition écologique n'aura pas lieu parce qu'il nous faudrait extraire du sol plus de métaux que l'on en a extrait depuis l'Antiquité. Bon, et elle donne aussi un regard sur la réalité de l'exploitation minière, à savoir que c'est polluant, que c'est énergivore et qu'il y a un gros problème, c'est qu'on a déjà commencé, donc les minéraux que l'on extrait, les métaux que l'on extrait du sol sont de moins en moins concentrés dans la terre que l'on extrait, notamment prenons le cas du cuivre puisqu'on parle d'électricité. Quand le Chili, qui est le principal producteur de cuivre,
a commencé, il extrayait de ses mines un minerai à 20%. Donc il y avait 20% de cuivre par tonne extraite. Aujourd'hui, ils sont à moins de 1%. Et Rohr-Stephan signale, moins le minerai est présent, moins le métal recherché est présent dans la terre extraite, plus il faut de technologies invasives et consommatrices en énergie et polluantes pour l'extraire. Ouais. Donc, plus on va chercher à extraire, et plus on cherche à extraire, hein, elle donne l'exemple que ton téléphone, puisqu'on en parle, le téléphone portable, il regroupe quasiment tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Tous y sont. La Chine en produit énormément à elle seule, et le cuivre, qui est indispensable pour l'électricité, pour la conduction de l'électricité, c'est le meilleur conducteur, est un métal qui est déjà très abondamment surexploité et pour lequel on peine. Alors, si on veut couvrir la France d'éoliennes, il va falloir tirer des lignes de cuivre. La voiture électrique, c'est 10 fois plus de cuivre qu'une voiture thermique, par exemple. En gros, plus tu veux éviter de produire du CO2, plus tu auras besoin de CO2 pour éviter de produire du CO2. Voilà, parce que les mines, il faut beaucoup d'énergie. Plus tu produiras de CO2 pour vouloir éviter de produire du CO2, c'est ça. Bon, et je vous arrête tout de suite avec l'argument qui consiste à pas vouloir réfléchir et qui dit « Ah oui, mais on trouvera bien quelque chose. » Faut sauver la planète. Ouais. Et puis l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est l'enfer. On peut en parler tout de suite. L'hydrogène, c'est d'un point de vue énergétique, c'est l'enfer. Parce qu'il faut la produire, cet hydrogène. L'hydrogène que l'on trouve dans le sol, il y en a, mais pas assez. La produire demande beaucoup d'électricité. Et puis surtout, l'hydrogène étant une toute petite molécule, elle est très volatile. Donc il va falloir tout reconstruire. C'est pas du méthane, le méthane c'est une grosse molécule, donc il faudrait tout reconstruire, des capacités, des réservoirs et tout partout. Voilà, donc c'est impensable. D'accord. Voilà. Merci professeur Louis-Marie, c'était vraiment très intéressant. Et ça laisse espoir, et pour demain. Donc bref, moi j'ai un conseil pour revenir à la voiture. Prenez soin de votre véhicule thermique, bichonnez-le, vous serez bientôt les rois du pétrole. Elle passe dans les pompes à essence, la paye. On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Avec mes certificats de résistance, ma rosette et mes relations, j'aurai 3 ans avec sursis. Je me suis renseigné. Alors accrochez-vous parce que c'est une chronique sérieuse, mais on va être sérieux sans trop l'être et sans le rester, et on va parler de choses pas drôles, c'est-à-dire d'économie. On avait dit que ce serait un thème estival. Je ne sais pas si tu l'as constaté comme moi, mon cher Seb, mais au travail ou pendant les repas de famille, nous ne parlons plus d'économie. Certes, nous parlons d'enfer. Enfin, pas François Bayrou qui, entre 2 voyages pour Pau en Falcon républicain, annonce avec son dernier budget une baisse de l'augmentation. Comprenons, nous ne dépenserons pas autant, donc plus, mais moins. Tu me suis ? Non, c'est là le propos de nos dirigeants. Non, professeur. Donc, en ce jour spécial de Nicolas Quipet, et le 10 septembre, on verra ce que ça donne, nous allons parler de ce 17 juillet décrété jour de libération fiscale. Alors, l'idée derrière cette date est la suivante, puisque 54% de nos revenus vont dans les poches de l'État, nous travaillons donc pour lui à un même ratio de temps dans l'année. Notez que j'ai vérifié le calcul, si le pourcentage était de 57%, comme le suggère Olivier Berruyer sur son site Élucide, la date serait le 27 juillet. Et nous allons parler de cet article d'Olivier Berruyer sur le site Élucide que je vous recommande, la grande arnaque du jour de libération fiscale. Car Olivier Berruyer a l'art et la manière de remettre les pendules à l'heure. Une idée a toujours une histoire, et si le principe de jour de libération fiscale vous semble familier, c'est qu'il est répandu, c'est qu'il s'est répandu. C'est ainsi celle que l'on retrouve dans l'expression de la différence salariale entre hommes et femmes, aux alentours de la mi-novembre. Que ce nombre a été débunké par l'INSEE lui-même n'a pas empêché Elisabeth Borne, alors première ministre, de le reprendre à son compte et de se prendre une note de la communauté en retour. On est compétent ou l'on ne l'est pas. Je ne m'en fais pas pour son salaire de l'époque, il valait largement celui de notre actuel Premier ministre, beaucoup trop élevé à mon avis. Mais je m'égare. Revenons donc à notre propos. L'idée, nous apprend Olivier Berruyer, de jour de libération fiscale est celle de Milton Friedman dans son livre Free to Choose. Qui est ce Milton Friedman ? Un économiste américain et un ardent défenseur du libéralisme, qu'il pense comme une opposition aux arguments de Keynes, très en vogue à la fin de la guerre, puisqu'en Europe, tout était détruit et donc tout était à reconstruire.
Il est aussi une influence importante d'un courant de pensée, celui des Chicago Boys, qui présideront à la politique économique du Chili de Pinochet. Les libéraux qui veulent moins d'État se satisfont très bien des formes qu'il peut prendre quand il s'agit de supprimer des libertés au peuple. C'est curieux, non ? Olivier Berruyer nous met donc en garde contre cette idée, neutre en apparence, qui ne serait ni plus ni moins qu'un cheval de Troie des néolibéraux aux dents longues dont le but ultime est d'abattre l'État français et son modèle social, de jeter dans la misère les plus fragiles, jeunes et vieux, et de laisser crever les malades dans les couloirs des hôpitaux. But wait, n'est-ce pas déjà le cas ? Les libéraux sont-ils les seuls à vouloir la fin de notre modèle ? Assurément non. Toute la caste de bavards en cravate, loin d'être des adeptes du libéralisme de Friedman ou de Hayek, veulent un État à leur service et un peuple à genoux en semi-esclavage, obéissant et misérable. Car ce que l'on peut reprocher à Olivier Berruyer, c'est de ne pas saisir que le mouvement qui agite les réseaux sociaux n'est pas l'œuvre d'un collectif de libéraux dans l'ombre, voire d'un complot, mais d'un ras-le-bol. Car la question n'est pas de moins payer pour notre service public, mais d'en avoir pour notre pognon. Moins mais mieux, disait Lénine. Pour ma part, je suis d'accord pour verser la moitié de mon salaire en impôts, mais je veux un système éducatif digne de ce nom. Moi, je suis pas d'accord. Autrement dit, pas celui qui donne le bac à 95% d'élèves et qui se crache dans tous les tests internationaux, ni d'un hôpital sinistré dont les conséquences sont la hausse de la mortalité infantile et un recul de l'espérance de vie. Je veux bien payer, mais pas pour les boomers qui, ayant bien profité de la solidarité intergénérationnelle, refusent l'idée même que les sommes qu'ils reçoivent et qu'ils n'ont jamais eu à verser puissent être moindres, voire au niveau de ce qu'ils ont réellement cotisé, c'est-à-dire la moitié. Je ne veux pas payer pour une néo-noblesse entre environ 80 000 personnes, nous y reviendrons, qui nous coûte 10 milliards d'euros par an avec les résultats que l'on sait, le mépris en plus et un œil en moins s'il me venait l'idée de prendre mon gilet jaune pour aller manifester mon désaccord. La France a, en matière fiscale, une longue histoire, c'est une spécialité nationale. On pourrait écrire une histoire fiscale du pays et les mouvements de révolte sont aussi les prémices aux révolutions. Voilà. Ah ok, alors non parce que je suis en train de alors je vous explique qu'on ne s'est absolument pas concerté sur cette émission, parce que moi je rentre de vacances et en gros Louis-Marie aussi, qu'on a écrit on s'est juste donné un thème en général avant de partir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et une fois de plus, on vient de s'emmêler les pinceaux, mais d'une façon... alors c'est assez complémentaire ce que je vais faire, parce que je vais prendre ta suite en fait, mais je suis en train de me dire, là j'étais en train de calculer ce que j'allais virer de mon texte pour pas faire de redite. C'est bien. Mais cela fait partie du jeu radiophonique. Ça arrache. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Alors arrachez-moi. Comme dirait Sidney Sweeney. Eh bien, on l'oublie trop souvent. Tu as parlé du mouvement des Gilets jaunes et on l'oublie trop souvent, Louis-Marie, que ce mouvement, avant qu'il ne devienne un film de François Ruffin, qui était un très beau film d'ailleurs, eh bien, derrière l'origine de ce mouvement, on trouve une impulsion rurale et plutôt périurbaine, progressivement montée sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, un réseau de gens plutôt âgés. Et c'est un mouvement qui est donc né à l'été de 2018 et un mouvement qu'on pouvait globalement... Alors, classé économiquement, en tout cas à droite, même s'il n'était revendiqué par aucun parti, et que je pense que personne ne se revendiquait clairement de soutien de droite, on va dire, oui, plutôt de droite, en tout cas économiquement. Mais dès que les Gilets jaunes se sont approchés un peu trop près des lieux de pouvoir, à l'automne 2018, et que la gauche, les syndicats et les Black Blocs, très réticents et même méprisants jusque-là envers ce mouvement, s'en sont mêlés, le fusil médiatique a changé d'épaule, la police a sorti des flashballs, et le mouvement s'est dégonflé. 7 ans de réforme des retraites et 1000 milliards d'euros d'augmentation de dette après. Et alors que l'inénarrable Beyrouth, tu en as parlé, personnalisation ultime de la compétence au service d'un régime de destruction sociale, ou plutôt de destruction des services publics pour livraison au privé, nous annonce la suppression de jours fériés, le rabotage du livret A et la fin des remboursements des traitements pour les maladies longues. Il est peu de dire qu'à droite comme à gauche, on vit dans la nostalgie de ce moment d'histoire raté à l'automne 2018. Une sorte de redite actuellement qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, une sorte de ras-le-bol fiscal qui gronde dans le pays et sur les réseaux depuis le début de cet été. Il y a un mystérieux appel au blocage du pays programmé pour le 10 septembre autour de la figure montante et anonyme de Nicolas qui paye. Et ce alors que ce personnage et toutes les icônes identifiées de droite sur les réseaux subissent, elles, une campagne de dénigrement dans la presse. Donc c'est très paradoxal cette histoire. Un collectif obscur nommé Bloquons-Tout a même été créé et des visuels ont été abondamment relayés. Pourtant, à bien regarder, les revendications de l'appel du 10 septembre ont muté. Cette fois, avant même les manifestations, passant de « on ne veut plus payer pour les autres » à « on veut plus de dépenses ». Ce mouvement surfant
sur une vague affairiste. Alors on rappelle que Javier Milei, c'est le président argentin, ultra-libéral, on va dire. Dont le mot d'ordre était Afuera, on dégage. Ce mouvement, donc, c'est très étrangement transformé comme un bar papa. On a un fatras de revendications de gauche qu'aurait accouché le service com ronronnant d'un appareil syndical fatigué. En vrac, investissement massif dans les services publics, arrêt immédiat des suppressions de postes, système de santé accessible à tous, revalorisation des retraites, des minima sociaux et des salaires. Note que les salaires passent en dernier, c'est un indice de récupération syndicale. On va être clair, personne ne sait d'où vient l'appel du 10 septembre. D'ailleurs, la date a de quoi surprendre, un mercredi. Quelle curieuse date pour une manifestation de droite. Ce serait un jour de salaire perdu pour des employés non syndiqués, des employés de PME, des entrepreneurs, des artisans. Bref, personne n'y croit. La date, la méthode, les revendications et la fascisation en parallèle des instigateurs supposés dont on veut garder la caisse de résonance mais expulser les idées, tout indique qu'il s'agit d'une OP de structures gauchistes pour occuper leur rentrée après 2 mois de vacances au soleil. Évidemment, la manipulation s'est vue. Le compte Nicolas qui paye rappelle que les Nicolas sont avant tout des citoyens qui jouent le jeu du contrat social mais qui estiment ne plus en bénéficier vraiment. Les Nicolas veulent un État recentré sur l'essentiel, police, justice, défense. Les Nicolas veulent supprimer les structures et dépenses inutiles pour renforcer le régalien et protéger les Français. Ils veulent moins de taxes, moins de règles, la suppression des aides aux entreprises, des niches, des exonérations et des réductions fiscales. Les Nicolas exigent la fin des connivences entre élites et entreprises. Ça, c'est pas du tout de gauche, ça. Et la fin du financement par les actifs des régimes sociaux et des retraites géantes pour une minorité. Et ils veulent aussi la fin de l'immigration de masse. Toutes ces revendications sont absentes dans l'appel du groupe Bloquons Tout. Le groupe Bloquons Tout a finalement suspendu son appel au blocage. Mais cette récupération signe aussi la faiblesse de la contestation libertaire en France. Les Nicolas sont comme tous les Français, pris au piège de ce qu'ils dénoncent. Si l'État est partout en France, c'est qu'on l'a laissé faire et qu'on s'en satisfaisait. La révolte, ce n'est pas de tout bloquer, c'est d'abord de se libérer soi-même. Notre modèle social adossé au capitalisme, même de façon bancale, a ce site perverse qui nous rend tous dépendants à chaque étape de notre vie. D'ailleurs, nos gouvernements, tu l'as précisé, nous veulent ainsi dépendants du système dont ils ne sont que les tenanciers de services, quitte à creuser la dette, ce qui leur donne en plus des arguments pour nous culpabiliser. Parce que la dette, au fond, on en a parlé tout à l'heure, tout le monde s'en fout. Nos dirigeants comme les Français. Chacun se dit, on verra plus tard. À droite, on gueule sur les assistés qui nous volent. À gauche, on gueule sur les riches qui nous spolient. Pas qui nous spoilent. On va dire que nos élites, notre classe dirigeante, et pareil, eux, la question de la dette, ils s'en moquent. C'est repoussé indéfiniment. Eux, s'ils ont une seule ligne de route, c'est la casse du service public pour livrer le public au privé, livrer des parts de marché qui sont... Et puis rester en place et se servir. Et eux, rester en place. De toute façon, on voit les ministres, maintenant, ils sont éjectables au bout d'un an, donc de toute façon, ils s'en foutent. Et tu les jettes par la fenêtre, ils reviennent par la porte, voilà, réciproquement. Puis tu parlais dans ta chronique du salaire de Bayrou, j'ai vérifié. En fait, le salaire de Bayrou, il est le même que celui de Macron. Bon, il est élevé, bien sûr, mais quand tu regardes bien, c'est un salaire qui cumule avec celui de la mairie, qui cumule avec il y en a 3 ou 4 qui quand tu regardes son traitement de base plus traitement de référence plus traitement de ponction, alors il a quand même un traitement de résidence de 400 €, on sait pas pourquoi, une indemnité de fonction de 3 300 €, mais il a un salaire brut de 13 000 €. Et objectivement, alors ça fait un brut mensuel total de 16 000 € pour le Premier ministre. Quand je te parlais du salaire net de Nadja tout à l'heure, tu vois que le Premier ministre n'est pas tellement plus payé, ni même Macron d'ailleurs. Oui. C'est pas des jobs. Tu vois, Moscovici touche plus et en plus il cumule. Parlons pas d'un Juppé qui cumule des retraites. Non, mais par rapport au monde de la finance ou des grandes boîtes, ce sont des salaires ridicules. Mais ça suffit largement. C'est juste le budget pute d'un trader. Voilà. Mais ça, par contre, ça suffit pour toi, moi et même eux, ça suffit largement pour. Sachant qu'ils ne dépensent rien. Oui, voilà, exactement. Ils capitalisent pas. Je veux dire, voilà. Donc c'est le revenu minimum. C'est un peu ils sont au RSA des grandes fortunes, quoi. Tu vois. Alors à droite, on gueule sur les assistés qui nous volent. À gauche, on gueule sur les riches qui nous spolient. Je reviens sur mon texte. Et ce sont les deux indignations stériles d'un même paradoxe. Nous et nos modes de vie que l'on ne veut pas bouleverser. Il est facile de gueuler sur le bilan carbone du yacht de Bernard Arnault ou de s'insurger sur les allocations de la famille du 4e qu'on n'a jamais vu bosser. Mais je suis prêt à parier que dans un cas comme dans l'autre, si nous étions à la place du milliardaire ou de l'immigré, nous ferions strictement la même chose. Nous aurions strictement les mêmes comportements d'optimisation fiscale, si je puis dire.
J'étends même ce raisonnement à nos fameux boomers, dont je suis paradoxalement le premier à dire qu'ils ont pourri la vie d'au moins 2 générations après eux. Le fait est que j'aurais grandi à leur place dans leur environnement social et fiscal, j'aurais imposé ma loi sans complexe, tel le prédateur sur un gisement d'avantages, exactement comme ils l'ont fait. Les vraies révolutions, ça ne se décide pas en fonction du calendrier de ce club associatif qui est devenu la CGT. Ce sont d'abord des choix personnels, des décisions à prendre, dures parfois, et d'ailleurs il n'y a aucune honte à ne pas les prendre si on ne peut pas faire autrement. Aussi contestataires soient-ils, les Français sont encore très loin d'accepter l'idée qu'il faudra en finir avec notre forme de modèle social, mathématiquement intenable, bien plus proche du collectivisme, enfin on en a parlé tout à l'heure, du soviétisme que du capitalisme en fait. C'est qu'on fait un peu, on mélange les deux, on mélange le communisme et le capitalisme. Et en fait, faisant les deux, on fait bien ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas un bon retour et on a une mauvaise dépense. Donc toute personne n'est content. La vérité, c'est que nous vivons tous à crédit, au propre et au figuré, et qu'un jour l'addition, ça se paye. On repousse sous le tapis de la génération suivante où on accuse telle ou telle catégorie de la population. La vérité, c'est que nous sommes lâche, et que si aujourd'hui on se plaint, c'est juste parce que l'on sent bien tous que c'est bientôt la fin de la belle vie et que l'on perd peu à peu notre petit confort au sein de notre si beau modèle que tout le monde, paraît-il, nous envie. Enfin, il paraît. Je vous assure qu'ailleurs, personne n'en veut de ce modèle. Sauf évidemment les plus miséreux de la planète, à qui l'on ouvre d'ailleurs grand nos frontières à grands frais, parce que foutu pour foutu, on n'est plus à un suicide près. Je passe sur le fait qu'entre les millions de fonctionnaires, de contractuels et le plus grand nombre encore de travailleurs dont les salaires dépendent plus ou moins directement des commandes publiques et des services administratifs, la France doit avoir un taux de dépendance des actifs à l'État les plus élevés au monde. Faites le test dans une soirée à Paris, c'est hallucinant. Le nombre de gens qui vivent sur le dos de la bête. C'est impressionnant. Peu ou prou, la moitié de la population active vit de l'État. Et là-dedans, t'as fatalement des gens de droite, même vraiment très à droite. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas changer comme ça un système où on a finalement on est tous corrompus en fait. Oui, on est tous corrompus. Donc on ne pourra pas vraiment sérieusement. Qui plus est, ce système marchait bien, il continue de marcher, on va dire que le cadavre est mort et on commence juste à sentir la décomposition. Il va falloir qu'on attende qu'il soit vraiment bien pourri. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le mur du réel. On est les premiers à critiquer l'immigration, les François Bayrou, les machins, mais en fait, pour moi, on est tous... je dirais pas tous responsables ni même coupables parce que c'est des choix qu'on nous a presque, on est né dedans. Donc, mais le fait c'est des choix qui ont été faits sans qu'on les fasse effectivement. Mais le fait est qu'on est dépendant, et quand je dis dépendant, on est dépendant comme un drogué. C'est-à-dire que c'est un mode, et ça tu le comprends quand tu es à l'étranger en fait, parce que tu as des automatismes français que tu ne peux plus avoir aux États-Unis ou dans d'autres pays. Il y a un théorème, et ça travaille la mentalité aussi. Il y a un théorème en mathématiques qui dit, c'est le théorème There is no free lunch, il n'y a pas de repas gratuit. Et en fait, c'est ça qu'on a oublié, c'est qu'on nous a proposé des repas gratuits, on les a pris, on ne s'est pas posé la question du fait qu'ils n'étaient pas gratuits. Et quand tu recoupes vraiment toutes les interventions, on voit même Thierry Marx tout à l'heure, un chef d'entreprise qui dit c'est à l'État de loger mes salariés. Enfin, je veux dire, de construire des logements sociaux, sachant que les logements sociaux sont construits à l'aide du livret A et que Bayrou se propose d'en diminuer c'est un truc de fou. Voilà. Donc autrement dit, il rend le livret A moins intéressant, lequel contribue à construire les logements sociaux. Voilà, c'est juste ça. Tout est dans tout et on fait les deux, on court 2 lièvres à la fois. On veut être compétitif, on veut être dans la course du capitalisme, du libéralisme, et on veut être en même temps soviétique. Non, on n'est même plus dans la course du capitalisme, sauf qu'à la différence de l'URSS, on n'a pas de pétrole. Et comme tu as dit tout à l'heure, d'un côté on te culpabilise parce que tu travailles pas assez, et d'autre côté on t'impose des 35 heures. Voilà. C'est-à-dire qu'on est un pays complètement schizophrène, et on n'est pas sorti on n'est toujours pas sorti, mais c'est même pas un truc de droite ou de gauche, parce que je pense qu'on est tous un peu comme ça. Donc c'est vrai que quand tu te mets en retrait, tu dis mais ce pays ça ne peut qu'à un moment tu vas se prendre le mur. On devrait se prendre le mur. De toute manière, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et effectivement il faudra qu'on repense notre modèle de société, mais qu'on le repense contraint et forcé. C'est pas la thématique Mélenchon, il nous faut gagner les élections, puis ensuite on fera la 6ème République. La 6ème République, elle se fera sur les gravats. Ouais, moi je suis beaucoup plus survivaliste maintenant. Enfin, dit-il au retour de ses vacances en Italie. Non, mais c'est-à-dire que je pense que je voulais conclure là-dessus. Le 10 septembre ou pas, moi j'en reste au précepte de Gandhi, quoi. Si tu veux changer les choses, change-toi d'abord. Oui, je pense qu'il vaut mieux préparer le changement personnellement, à apprendre à se sortir de ces automatismes
traumatismes et de ces réflexes de dépendance. Je dis pas, alors, tout le monde ne peut pas forcément, machin, ça prend, mais on peut faire des choses. Et que de rester, parce que c'est bien beau de gueuler machin, puis de prendre son adaptateur. Ne serait-ce que le fait de faire ça, c'est déjà pour se regarder soi et se dire, parce que je suis d'accord avec toi, hein, le Yaka Faucon et l'assistana et rêver d'un grand soir et les filles ou d'un Afuera et Rennes, dans les deux cas, ça consiste à se servir sur la bête en pensant y arriver. En fait, on veut monter sur le cheval pour lui faire changer de chemin. Mais d'abord, il faut monter sur le cheval. Non, moi je dis qu'il faut arrêter effectivement l'idée de monter sur le cheval et il faut aller à pied. Voilà. Vive la marche. Je vais lancer la rubrique culture, ça y est, on peut y aller ? Ouais, on va faire la culture parce que là, c'est lourd. Quoi. C'est lourd. Que cette année, vous allez prendre cher. On va prendre cher, il n'y a pas de vous. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé ? Ah non, pas du tout. Au contraire, ce récital de lieux communs et culés m'a tout à fait intéressé. Les losers du rock, ils ont failli connaître le succès et ils ont raté la marche, ils ont tutoyé le ciel, la gloire et ils ont chuté. Dans cette rubrique, je veux rendre hommage aux losers du rock, aux face B de l'industrie du disque, à ceux et celles qui ont loupé le train que l'histoire a laissé sur le bas-côté de la route 666. L'Australie, le désert, les kangourous, le retour du boomerang, son équipe de rugby, les aborigènes et ses groupes de rock and roll. In Excess, Midnight Oil, This is what you need. Nick Cave, AC/DC et le groupe dont je vais vous parler aujourd'hui, Rose Tattoo. Rose Tattoo, c'est en tout 25 musiciens et 50 années d'existence. Une influence pour les groupes comme Guns N' Roses, LA Guns, Nashville Pussy ou Airborne. Sur les 5 membres fondateurs, 4 sont morts, il n'en reste qu'un. Rose Tattoo, c'est le Highlander du rock. C'est en quelque sorte le plan B du rock'n'roll australien, l'équipe réserve au cas où AC/DC n'aurait pas de succès. Hélas. Ils apparaissent à Sydney au milieu des années 1970 avec une règle, pour être membre du groupe, il faut avoir au moins un tatouage. En 1977, le groupe signe son premier contrat avec la même maison de disques que celle d'ACDC et il sort son premier album uniquement en Australie l'année suivante. Il tourne aux États-Unis, une première partie de ZZ Top et d'Aerosmith. En 1991, le batteur Dallas Digger Royal meurt. Petit, crâne rasé et voix rauque, le chanteur Angry Anderson mène l'ensemble. Mais le groupe ne rencontre pas le succès auprès du grand public. Plutôt dans les milieux underground. Preuve en est puisque Guns N' Roses reprendra un de leurs titres, Nice Boys Don't Play Rock'n'Roll. Tout un programme. Suite à quoi ils se séparent. Le chanteur Angry Anderson apparaît dans le 3e volet de la série Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. Le gnome furieux qui abrite les combats, c'est lui. Le film est le plus mauvais de la série. Le groupe se réforme, se sépare et en 2006, le batteur et le guitariste meurent. Angry Anderson veut jeter les gants, mais comme les parents qui veulent divorcer, ce sont les enfants qui leur demandent de rester ensemble. Il assure la première partie de Guns N' Roses mais ne retrouve jamais le succès. Il reste d'eux une influence majeure de groupes comme les Nashville Pussy, Airborne, Guns N' Roses et tous les adeptes d'un hard rock massif, solide et sans finesse. Voilà, et comme album, je vous conseille Assault and Battery et leur tube Rock'n'Roll is King. Alors là, j'ai trouvé un live. Effectivement, j'ai reconnu l'acteur de Mad Max. C'est un live à Wacken Open Air Festival. Je ne sais pas où c'est dans quel pays, je ne sais pas. Un pays anglais, visiblement. Et voilà, on écoute Rose Tattoo. Ils font leur âge quand même, là, sur la vidéo, quand même. Ouais, ils ont grossi. Hein. En même temps, ils font leur âge et il n'y en a aucun des groupes fondateurs. Hein. D'accord. À part le chanteur. Ils sont très très tatoués. Hein. Oui. Bah écoute, ça a l'air pas mal quand même. C'est simple, ça marche bien quoi. Ouais, il y a un petit côté son In Excess effectivement. Ouais. Avec des guitares plus trapues quoi.
Écoute, merci Louis-Marie pour ce conseil. Tu sais que je vous dis signal, je fais une playlist sur Deezer des musiques de l'émission. Il y a les génériques et ce que je peux trouver, et donc à chaque fois je rajoute l'artiste du jour. Du coup, elle est très très métalleuse ma playlist. C'est marrant ça. Au départ, c'est pas du tout mon genre favori, et donc je vais rajouter des choses qui essaient de. Écoute, tu me lances un défi. Je vais te chercher pour une chronique des losers du rock. Je vais t'en chercher. Je pense que dans le funk, t'en as, mais oui. J'ai un nom en tête. Alors moi, j'ai profité de mes vacances pour lire. Des fois, il faut lire. J'ai beaucoup lu en vacances, et j'ai surtout rattrapé mon retard parce que j'ai des retards de bouquins. T'as lu un livre, quoi? Non, j'ai lu Kamel Daoud. J'ai vu plein de best-sellers que tout le monde a lu que moi j'avais pas lu, et j'ai lu notamment le Soumission de Houellebecq. Alors là, c'est un best-seller, mais il y a 15 ans. Non, alors figure-toi que le Soumission de Houellebecq, il est sorti le jour des attentats de Charlie. Et qui sont en 2015. C'était le janvier 2015. Ça n'a que 5 ans, Soumission. J'ai l'impression que j'ai lu il y a... C'est 10 ans. Ah oui, non, oh là là. Et ça se passe, on va dire, quelque part en 2021. Alors à l'époque, c'est supposé se passer dans le futur, et le futur de l'époque est devenu notre passé. Et donc ça parle des élections présidentielles de 2022, où il y aurait un candidat islamiste qui remporterait la mise. Et qui instaure un régime islamiste en France. Qui instaure un régime islamiste soft, tu vois, mais avec c'est la dystopie de Houellebecq et la suivante. Avec le concours finalement du fameux barrage du Front républicain contre le RN. Oui, puis un islamisme adapté à nos climats. Oui, mais bon, voilà, c'est assez soft. Et puis en partant du principe aussi que finalement, entre religions monothéistes, on peut s'entendre. Il est à la fois très visionnaire et à la fois il est passé à côté de plein de choses. J'ai envie de dire que la réalité est beaucoup plus stupide et beaucoup moins évoluée que ce qu'a écrit Houellebecq. Ouais, et beaucoup moins romanesque. Parce que, en fait, Houellebecq n'a pas vu venir Macron. Et il n'a pas vu venir Mélenchon non plus, en fait, parce qu'il le traite il en parle, mais il le traite par-dessus la jambe. Alors, il pensait que Hollande serait réélu. Alors finalement, quelque part, il n'a pas tort non plus, parce que Macron était... c'est un Hollande en plus jeune, c'est Giscard en plus jeune. C'est pas que Hollande a été réélu, c'est qu'en fait Macron a été réélu quand il a été élu la première fois. Parce que c'est que Hollande n'a jamais été élu. Voilà, c'est que Macron était déjà en place sous Hollande, en fait. Sur les lignes de force de la mutation du pays, là, Houellebecq, il coche toutes les cases. Il est bon. Sur le fait on est tout dans une repentance permanente, dans une culpabilisation permanente, qu'on baisse notre froc constamment face à l'islam, qu'on en a peur. Il parle de cette... Alors, il le dit pas comme ça, parce qu'en fait, dans son bouquin, ça parle... Lui, il est professeur d'université. Enfin, son personnage est professeur d'université. Et finalement, cette petite histoire va plutôt lui rendre service, parce qu'il se convertir à l'islam, et il va baiser. Il va baiser. Voilà, c'est un thème de Houellebecq. C'est qu'il va baiser, et qu'en fait, l'islam devient intéressant pour lui dès lors qu'il se met à baiser, ce qu'il ne faisait pas avant. Et voilà, donc en fait, finalement, plutôt une bonne affaire, parce que finalement, les femmes, elles restent à la maison, elles bossent plus, donc les gens sont plus au chômage. En fait, ça arrange tout le monde, cette histoire. Et c'est assez bien pensé. Il y a des passages vraiment ultra pertinents sur la chute du taux de fécondité. Je lisais ce bouquin en même temps qu'il y avait les discours de Macron sur la Palestine, la reconnaissance de l'État palestinien. En fait, on est en train de le vivre. On est en train de vivre ce qu'il a écrit. Pas de la même façon, moins directement, plus dilué dans le temps, mais beaucoup plus profondément, en fait. Et ça arrivera peut-être plus par Mélenchon que par François Hollande, ou tel que l'imaginait Houellebecq. Voilà, parce qu'en fait, là, ce qui n'a pas... Parce que lui, en fait, dans le bouquin de Houellebecq, c'est un peu un concours de circonstances, c'est un peu un truc à ricocher sur des... Mais s'il n'a pas du tout... il n'a pas vu venir la montée de l'islam, d'un antisémitisme, on va dire, low cost, et d'une sorte d'islamiste de leader price, quoi, tu vois, de gens qui, enfin, toi, ça, il l'a pas vu venir. Il pensait que ça viendrait par les élites, en fait, ça vient par le bas. Ouais. Et ça, c'est assez flippant. Je trouve que la réalité est encore plus flippante que son bouquin. Ouais. Et donc voilà, je vous incite à lire. Alors, moi, honnêtement, je suis pas un fan de Houellebecq. Et honnêtement, je trouve que c'est pas un grand livre. C'est bien, il y a des passages très bons, mais je trouve ça pas. Ouais, je trouve que Houellebecq fatigue. J'ai même pas réussi à terminer le dernier que j'ai lu, le dernier qu'il a écrit. Franchement, j'ai pas trouvé ça d'un point de vue littéraire. Je trouve que le sujet est super intéressant, mais je trouve que finalement, il va presque pas assez loin. Somme toute, moi, il y a un Houellebecq que je vous recommande dans la rubrique culture, et c'est curieusement le seul qui ne soit pas un roman. C'est son premier
premier livre, l'essai sur Lovecraft. Alors je vous le recommande déjà parce que si vous ne connaissez pas Lovecraft, il serait temps de vous y mettre et commencer par l'essai que lui consacre Houellebecq. C'est quelque chose tout à fait à faire pour avoir et le meilleur de Houellebecq et une excellente introduction à Lovecraft qui est un personnage et un romancier très très particulier. The universe is large. And it contains multitudes, but it also contains me. Alors, je vais finir sur une note un peu positive et complètement hors sujet par rapport à tout le reste de l'émission. Je suis, une fois de plus, contrevenant à tout ce que j'ai déclaré sur les anciennes émissions. Je suis retourné au cinéma. Collabo. Je suis un collabo. En plus, je suis allé en tarif réduit parce que je suis chômeur. Et je profite du système. Chômiste. Je suis corrompu. Et j'ai vu un film que j'avais entendu. Il y avait un très bon bouche à oreille, mais je ne savais rien de ce film. Ça s'appelle Life of Chuck. C'est sorti mi-juin. Il y a il y a plus d'un mois déjà. Et j'ai appris que c'est sorti d'ailleurs en avant-première en France. C'était même pas sorti aux États-Unis. C'est un film américain tiré d'une nouvelle de Stephen King. Alors, le truc, c'est que je peux même pas vous en parler parce qu'en vous en parler, c'est quelque part spoiler le film en fait. Donc, je peux dire que c'est une sorte de mix entre les choses de la vie et un épisode de la 4e dimension, quoi. Il y a du fantastique, il y a du philosophique. Il y a une construction un peu bizarroïde qui fait un peu le charme du film, il faut l'avouer. Mais c'était une surprise dans le sens où déjà c'est une surprise venant de Stephen King, même s'il avait fait des films et même s'il avait fait des récits un peu dans le genre, je pense à La Ligne Verte ou même Stand By Me qui était très un peu dans cette veine poétique, qui était pas du tout qui flirtait un peu avec l'horreur et le fantastique, mais qui était pas, dont c'était pas l'axe principal, ce qui est un peu le cas là aussi. Mais c'est mis en scène, c'est construit d'une façon un peu audacieuse. Voilà, ça prend pas le spectateur pour un con, ça m'a quelque part fait penser au cinéma, alors pas au cinéma de David Lynch, mais aux histoires de David Lynch. Très bizarrement, ce serait un film de David Lynch en fait, en gros, mais scénarisé par David Lynch. Non, ce serait un film. Ça pourrait être un scénario de David Lynch, mais avec une notice de montage Ikea. C'est-à-dire que c'est très clair. S'il n'y a pas d'ambiguïté, tu sais très très vite où tu vas. Ça s'emboîte parfaitement. Il n'y a pas de zone d'ombre. C'est un mystère, mais bon, en fait, c'est quand même très très rationnel finalement, même dans sa folie. Voilà. Donc je vais pas vous en dire plus. C'est pas très long, c'est bien foutu. C'est pas une mise en scène transcendante, mais ça fait le job. C'est très bien joué. C'est intelligent. C'est assez intelligent. C'est bien écrit, ça c'est clair. Et voilà, ça fait du bien de voir des films qui prennent pas les spectateurs pour des cons et des machines, et, comme je disais, des tubes digestifs à popcorn. Voilà, c'est audacieux. J'aimerais voir ce type de film parce qu'en plus c'est pas un film qui a coûté très cher. C'est du fantastique, mais du fantastique pas cher. Ça pourrait très bien. C'est du fantastique Ikea. Ça pourrait très bien être tourné en France, mais vraiment sans aucun souci. On a tous les acteurs et les techniciens compétents pour faire ce genre de film. On n'a juste pas le courage de faire ce. Enfin, c'est même pas une question de courage, c'est juste de la fantaisie. La fantaisie de faire ça. La fantaisie, ouais. Voilà. Et voilà, je vous recommande donc Life of Chuck, qui est actuellement en salle. Je pense que ça joue toujours. Ça fait 300 000 entrées. Je l'ai vu il y a 2-3 jours encore en cinéma. Ouais. Ça fait, je crois que on approche les 300 000 entrées, ce qui est en France. Qui est pas mal en France. 300 000 entrées, franchement, pour ce type de film qui a pas eu beaucoup de promos, qui n'a pas coûté très cher et qui sort en été. Voilà, c'est vraiment bien. Ouais, c'est un petit distributeur Nour Films qui le sort, et je trouve que c'est très bien, quoi. Enfin, c'est très bien. Il me faudra du temps pour décider si c'est un très bon film ou pas, parce que c'est un peu un côté séduction du mystère quand tu le vois, mais voilà, c'est honnêtement de bonne qualité. Voilà, c'est un bon divertissement, pas stupide et. Alors, voilà. J'enchaîne, j'avais un film dont je voulais vous parler il y a déjà 2-3 émissions, puis j'avais oublié de le faire. Alors je vais aller vite parce que d'abord il est disponible sur YouTube, c'est pour ça que je l'ai vu, donc il peut se voir sans aller en salle. Et alors je précise, je suis pas un grand cinéphile et pas non plus un amateur de la salle, de l'enfermement en salle. Donc j'aime bien les regarder sur YouTube. Alors c'est un film soviétique. C'est un film soviétique qui est sorti en 1979, qui a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger en 1981.
Alors, et c'est Moscou ne croit pas aux larmes. Sérieux, ça a eu l'Oscar, ça ? Ça a eu l'Oscar, ça. Comment ton ça est méprisant, espèce de... J'ai un doute. Non, j'ai un doute sur l'année, honnêtement. Moscou ne croit pas aux larmes. Alors, j'ai le film, là. Je vais essayer de te trouver la... Alors, pendant que Seb cherche, alors Moscou ne croit pas aux larmes, pourquoi je l'ai vu et pourquoi je vous le recommande ? C'est d'abord parce que c'est très déroutant de voir un film soviétique, outre que c'est en russe. Aucun des comédiens, à moins d'être versé, d'être d'un cinéphile spécialiste de cette période et du film soviétique, aucun des comédiens n'est connu. Donc on a l'impression, on voit des tronches. Et ça parle, pour être rapide, de 3 jeunes femmes, 3 jeunes provinciales qui arrivent à Moscou et qui essayent de vivre leur vie, c'est-à-dire trouver un emploi. Alors, trouver un emploi meilleur que celui qu'elles ont, parce qu'on avait toujours un emploi en URSS. Trouver un emploi, éventuellement trouver un mari. Et on suit ces 3 femmes-là. Et la comédienne principale qui joue l'une des 3 est ravissante et extrêmement attachante dans son rôle. Et alors, c'est ce qui m'a plus touché et étonné, c'est la manière de gérer le drame. Alors, il y a une scène où, par exemple, sa fille rencontre pour la première fois son père. Donc elle a eu un père qui s'est barré, qui n'a pas voulu l'enfant, et la mère voulait pas avorter, un classique. Et elle demande à sa mère c'est qui cet homme, et elle lui répond c'est ton père, et la fille répond ah bon, je croyais qu'il était mort à la guerre, point. Et on passe à autre chose. Voilà, il n'y a pas de drama autour de ça. Donc cette manière de ne pas gérer le drame comme un film américain qui aurait fait tout le film sur ce passage-là, c'est quelque chose de très déroutant. Je serais bien incapable de vous citer le réalisateur. Vladimir Merchkov. Voilà. Merchkov. Et effectivement, ça a eu l'Oscar à Hollywood en 81. Et je regarde. Merci. Je regarde quelques images. Alors franchement, celui-là m'avait complètement échappé. C'est assez bien. Là, je vois quelques images. Là, je trouve que c'est assez bien photographié. C'est l'histoire de 3 provinciales qui montent à Moscou. Moscou était c'est une ville gigantesque. C'est la plus grande ville d'Europe en population et qui était pas tendre avec les provinciaux qui arrivaient à Moscou. C'est une ville qui est pas tendre du tout. Donc on parle de ça. Elles sont toutes les 3 dans un foyer de jeunes travailleurs. Alors jamais on parle du Parti communiste derrière. C'est un film qui en soi est propagandiste. Et pourtant, effectivement, on la voit vivre dans une cité. On voit même, on voit des femmes torse nues. Ah ouais. Je vais regarder alors. Ça m'a étonné. Mais voilà, on va. Écoute, c'est très très instructif. Je vais regarder ça. C'est sur ma to watch list. Voilà. Eh bien, écoute, merci Louis-Marie. Je vais lancer aussi vite. Je pense qu'il est l'heure de se quitter, de se saluer. Ficeler les paquets et emballer la joncaille. Alors merci Louis-Marie pour ta chronique soviétique au terme d'une émission libérale. Donc c'était jamais trop pas assez. On vous remercie de votre patience, de votre écoute, de vos messages. Alors on va se retrouver très vite. Je n'ai pas encore la date, mais ça va être assez rapide. On va faire plusieurs émissions en août. Si vous voulez retrouver nos référents, tous les liens des sujets sur lesquels on va aborder dans cette émission, ce sera sur notre page Facebook. Attends, je baisse un peu le son. Donc la page Facebook Jamais Podcast, le compte Instagram Jamais Podcast, notre page YouTube Jamais Trop Pas Assez, où vous nous regardez pour la première fois en vidéo, si ça marche, j'espère. Et bien sûr sur toutes vos plateformes de podcast favorites. D'ailleurs à ce sujet, je vous invite à laisser des étoiles, des avis, des commentaires positifs bien sûr, pour nous faire monter dans les référencements. C'est hyper important parce qu'on est un peu shadowbanné. On se bat, on s'accroche et on le fait parce qu'on aime ça, parce qu'on a envie, et puis on a envie de partager, on a envie de communiquer avec vous, on a envie de partager avec vous nos coups de cœur, nos coups de gueule. Partage avec moi. Pas avec toi. Ouais, bon. Mais écoute, si vous êtes en vacances, si vous êtes, profitez bien, vous avez de la chance, j'espère. Et, et faites-nous vos commentaires si jamais vous êtes à l'étranger sur vos retours de vacances, c'est ce que vous... Envoyez-nous des cartes postales. Comment ça se passe en vacances à l'étranger avec les Français? Je suis très curieux par rapport à mon expérience personnelle d'avoir vos retours. Voilà, donc laissez-nous vos commentaires. On vous dit à très bientôt. Je te dis à très vite, Louis-Marie. À très vite, et puis n'oubliez pas, portez-vous bien. Portez-vous bien et attention aux coups de soleil.